Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'achat et à la vente, car pour bien vendre, il faut bien acheter, c'est bien connu. Et pour nous aider à connaître ces clés qui feront qu'un investissement sera bon, nous recevons un agent immobilier bien connu, l'un des premiers chasseurs de biens en France et intervenant régulièrement dans l'émission de M6 Recherche appartement ou maison. Bonjour Thibaut Chanel. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Thibaut, première question, nos auditrices et auditeurs sont investisseurs et l'on sait que pour obtenir une rentabilité intéressante, il faut bien acheter, c'est-à-dire plus bas que le marché, ou tout au moins trouver un potentiel que le vendeur n'a pas mis en œuvre. Cela dit, comment trouver ces pépites ? Alors, oui, vous avez raison. Quand on veut acheter, on veut toujours acheter le moins cher possible, et quand on veut vendre le plus cher possible. Voilà. C'est un peu compliqué à arriver à mettre ces deux personnes-là en lien. Non, bien acheter, c'est en effet essayer de... comment dire ? De toute façon, aujourd'hui, les prix sont extrêmement élevés. Moi, mes agences sont à Paris, mais je suis un peu sur toute la France pour mon émission Recherche appartement ou maison. Donc, quoi qu'il arrive, depuis quelques années maintenant, on a des prix extrêmement élevés. Arriver à trouver des pépites, c'est de plus en plus rare. Ouais. Des prix en dessous du marché, c'est de plus en plus rare également. Généralement, quand on arrive à avoir des prix en dessous du marché, ce sont généralement des appartements où il va y avoir des travaux de rénovation importants à réaliser. Oui. Donc ça peut être ça une première astuce, une première piste en tout cas. Quand il y a des travaux, on a souvent des prix en deçà des prix du marché. Ça permet aussi souvent des meilleures négociations. Mmh. Et derrière, le coût des travaux réalisés va valoriser le bien et in fine, on va ressortir avec un bien qu'on aura acheté finalement un peu en dessous des prix du marché, qu'on aura valorisé avec des travaux et qu'on pourra revendre avec certainement une jolie petite plus-value après. D'accord. Donc vous êtes évidemment en première ligne pour voir les types de demandes des acquéreurs dans votre activité, que ce soit acquéreur ou locataire d'ailleurs. Quels sont les biens selon vous qui sont à privilégier, c'est-à-dire pour un investisseur, est-ce qu'il vaut mieux acheter vide ou meublé? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un T1, un T2 ou plus grand? Alors, moi, il y a deux types de possibilités. Moi, on va dire, en règle générale, je conseille toujours à mes clients d'acheter vide. D'accord. Parce que vous récupérez un bail avec un locataire dedans, est-il bon ou pas, ou bon ou mauvais payeur? Quel est le bail qui a été mis en œuvre au moment de la prise de bail? Souvent, il y a des deltas qui peuvent exister et qui peuvent être importants. Ouais. Moi, je pense que c'est bien de repartir d'une page blanche, donc acheter vide, quitte à, encore une fois, s'il faut, si c'est nécessaire, faire quelques petits travaux d'aménagement pour essayer de valoriser un peu l'appartement. De toute façon, aujourd'hui, à Paris, on a ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Et oui. Donc, ce qui veut dire, de toute façon, on a des barèmes qu'il faut respecter. Malgré tout, on peut être dans la fourchette haute de ces barèmes en apportant 2-3 petits aménagements dans les appartements. Et mon conseil, en termes d'investisseurs, c'est moi d'acheter des petites surfaces. D'accord. On sera beaucoup plus, encore une fois, pour l'encadrement des loyers, on aura une meilleure rentabilité avec des petites surfaces. Oui. Quoi qu'il arrive, si vous avez besoin de revendre ça rapidement, vous serez beaucoup plus liquide. C'est plus liquide. Avec une petite surface. Et c'est un coût d'investissement moins important au départ, avec une meilleure rentabilité derrière. D'accord. Donc, vous indiquiez au début que finalement, l'un des rôles de l'agent immobilier, c'est quand même de concilier l'irréconciliable, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, et il a un rôle clairement de médiateur. Mais quels sont, selon vous, les éléments qui vont faire que le vendeur va être ouvert à la négociation? Est-ce qu'il y a des petites choses à faire là-dessus? Oui, il y a pas énormément, mais la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est que donc quand un vendeur vient vous voir en disant voilà, je veux vendre mon appartement, faites-moi une estimation de cet appartement. Oui. Le premier travail d'un agent immobilier, c'est mettre au service du vendeur son expertise pour lui donner un prix de vente et une valeur de cet appartement-là. Donc déjà, normalement, si on fait bien notre boulot, on a une fourchette du prix qui est assez resserrée. D'accord. Il arrive aujourd'hui, le marché étant un peu fou, les vendeurs ayant un peu la main sur le marché parce que ça manque cruellement de produits, qu'ils vous disent, Thibaut, vous m'avez dit que mon appartement valait 100, moi je vais essayer de le vendre 120. Eh oui. On essaye. C'est le jeu. Exactement. Donc on essaye. Certaines fois ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on revient sur l'estimation qu'on avait faite au préalable en disant, ok,
On a essayé 120 parce que ça vous faisait plaisir. Maintenant, moi, je vous ai dit que ça valait entre 80 et 100. Donc, de ce fait, on a déjà un premier axe pour faire une baisse de prix ou pour faire accepter une offre qui serait en deçà des 120 demandés par le propriétaire, qui n'est pas forcément le réel prix de l'appartement. Exactement. Après, derrière, il faut aussi arriver à entendre, mais ça prend un peu de temps. Et puis, c'est des clients qu'on doit travailler sur le long cours. Il y a des appartements aussi qui nécessitent un peu de rafraîchissement, même si les gens, quand ils vendent, ils pensent que l'appartement est parfait, qu'ils ont tous des bijoux entre les mains. Et puis, parce que souvent les gens sont habitués à leur appartement, à leur cadre de vie, et que c'est vrai qu'ils y sentent très très bien. Donc il faut aussi essayer, nous, un peu de démystifier, dépersonnaliser un peu l'habitat, et c'est pour ça que notre rôle d'agent immobilier, on est intermédiaire, permet d'être un peu le tampon entre le vendeur et l'acheteur. On est médiateur et psychologue, je crois bien. Absolument, exactement. Alors évidemment, nos investisseurs sont acquéreurs, mais aussi vendeurs parfois. Donc quels sont les incontournables selon vous pour vendre vite et bien? Vous nous avez donné quelques clés un petit peu. Est-ce que ça, finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire systématiquement du homestaging, comme on dit? Vaut-il mieux vendre le bien avec des meubles ou vides? Côté vendeur, finalement. Côté vendeur, je vous dirais que le homestaging, qui est devenu quelque chose de très à la mode, dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est bien, mais c'est pas forcément indispensable. Tout dépend du coût dont on parle. C'est s'il fait un petit coup de peinture pour éclaircir un peu l'appartement parce que les couleurs sont un peu sombres et qu'on va mettre du blanc, ça je vous dis, allez-y. Si c'est refaire une cuisine, refaire une salle de bain, moi j'ai pas tendance à conseiller à mes clients à le faire parce que il suffit que vous fassiez une salle de bain avec du carrelage bleu, les gens vont préférer du carrelage rouge. Donc ça va être un coût qui finalement ne correspondra pas forcément à la demande de l'acquéreur. Donc je n'irai pas dans tout type de travaux. Un petit coup de peinture pour rafraîchir et pour illuminer l'appartement, oui. Le reste, pas forcément. Il est, à mon sens, préférable de vendre le bien meublé. D'accord. Il est beaucoup plus facile pour un acquéreur de se projeter dans un appartement ou une maison qui est meublé. Souvent, la plupart du temps, les clients n'arrivent pas à se projeter. C'est la tendance vraiment basique de tous les clients. Un volume vide fait beaucoup plus petit qu'un volume habité et meublé. Donc, c'est toujours plus préférable de vendre quelque chose meublé. Même si les goûts du vendeur et de l'acquéreur ne sont pas forcément les mêmes, c'est pas un risque, non ? Non, parce que même si on est sur du mobilier un peu ancien et qu'on a la commode de la grand-mère ou l'armoire normande, voilà, si on veut aller par là, ok, on voit quand même le volume que ça peut représenter. Et puis aujourd'hui, avec toutes les émissions qu'il peut y avoir, de homestaging et autres, les gens ont l'œil un peu. Alors, il faut, si possible, désencombrer un peu l'espace. Alors, si on a dans la même pièce l'armoire, la commode, le gros meuble télé, etc., et l'immense canapé, bon, il faut peut-être alléger un petit peu tout ça, mais pas forcément faire un travail colossal. D'accord. Alors, vous devez nécessairement avoir la question de manière récurrente en tant qu'agent immobilier, mais il est important d'avoir votre avis. On sait que le ratio entre le prix au mètre carré de l'immobilier et le revenu moyen des ménages ne cesse d'augmenter, laissant peut-être imaginer l'explosion d'une bulle immobilière. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Est-ce qu'un investisseur, aujourd'hui, en 2020, il prend un risque? Alors, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien. Moi, mon avis sur le sujet, c'est que non, je pense pas qu'on ait une bulle qu'on a connue il y a quelques années, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le fait que le marché soit aussi porteur, c'est qu'on a beaucoup de primo-accédants qu'on n'avait pas à l'époque. Et pourquoi on a ces primo-accédants? Parce qu'on a des taux qui sont extrêmement compétitifs. Donc le marché est extrêmement soutenu, mais par des vrais acquéreurs. Et pas des spéculateurs. Non. C'est pour ça que moi, je pense, il va certainement y avoir un moment, les prix là ne cessent de monter depuis 2-3 ans, on se demande quand ça va s'arrêter, ça ne s'arrête pas. Certainement, un moment où ça va comme ça se tasser un petit peu, mais je ne crois pas qu'on aura un effondrement, parce que je ne crois pas qu'il y ait une bulle spéculative. D'accord. Question également récurrente lorsque l'on veut acheter ou vendre, est-ce qu'il faut passer directement de particulier à particulier, ou faut-il faire confiance aux agences immobilières en leur confiant ce qu'on appelle un mandat exclusif dans le cas d'une vente? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les avantages qu'il y a à passer avec une agence immobilière? Alors, attention, je pense que nos auditeurs, là, ils vont... Vous me posez, moi, cette question, moi, agent immobilier. Oui, il y a pour moi, évidemment, qu'il y a un vrai avantage à passer par un agent immobilier pour plein de raisons. C'est une transaction sécurisée pour tout le monde, pour le vendeur et pour l'acquéreur. Pour l'acquéreur, voilà, encore une fois, au départ, l'agent immobilier aura fait une estimation
de l'appartement. Donc notre expertise, elle est là aussi, c'est donner un prix juste par rapport au prix du marché, par rapport à la qualité de l'appartement. Donc on est sur des prix qui sont a priori des prix qui sont maîtrisés et qui sont connus. D'accord. On a également la Chambre des notaires de Paris qui sont pour nous une source supplémentaire. Donne un peu un thermomètre finalement. Exactement. Donc tout ça est un vrai travail. Les estimations que l'on rend, des estimations sur plusieurs pages. Enfin, c'est un vrai travail qui est fait, qu'on donne aux vendeurs. Donc on est sur une base solide. D'accord. Les particuliers de leur côté, ils vont piocher un peu à droite à gauche, ils vont voir les annonces sur Internet, sur tel site, et puis ils font une espèce de mix de tout ça, et puis ils disent mon appartement, ma maison, hop, elle vaut tant. Voilà. Alors que souvent, on est à des années-lumière de ça, parce que au sein d'une même copropriété, d'un immeuble à l'autre et d'un appartement à l'autre, on va pas avoir les mêmes prix. Est-ce que c'est un rez-de-chaussée? Est-ce que c'est un 5e étage? Est-ce qu'il y a un balcon? Quelle est l'exposition? Est-ce que l'appartement a été refait? Les parties communes, etc., voilà. etc. Donc, il y a des gens qui pensent que parce que dans l'immeuble d'à côté, ça s'est vendu à 10 000 € du mètre carré, ouais. Leur appartement qui est un étage au-dessus va se vendre 12 000. Oui. Mais pas forcément, parce que la copropriété est peut-être en moins bon état. Peut-être qu'il y a une vue qui n'est pas bonne. Peut-être que plein de choses. Donc souvent les particuliers, et encore une fois, comme je vous le disais au préalable, ont souvent aussi tendance à penser que leur appartement est une pépite, et c'est bourré d'affectifs, donc il faut aussi un peu sortir de ça. D'accord. Et il y a plein d'agents immobiliers, des particuliers qui viennent nous solliciter, puis une fois qu'on leur a fait l'estimation, ils mettent leur appartement en vente, voilà. Sauf que derrière, il arrive aussi que les particuliers pratiquent certaines fois de la surenchère quand il y a beaucoup de demandes et des offres qui tombent comme ça sur un appartement fait par un particulier. Et l'appartement au départ qui était proposé à 100, finalement il va être vendu 120. Ça n'arrivera jamais avec un agent immobilier. Les agents immobiliers ont un mandat de vente. Mmh. On ne peut pas vendre un appartement au-dessus du mandat, du prix donné dans le mandat. Oui. Donc ça, c'est une chose. La transaction est sécurisée, par nos connaissances, notre expertise du marché. Nous, pour mettre en vente aujourd'hui un appartement, on a l'obligation de réunir un ensemble de pièces extrêmement importantes. Ça va des pavés étagés, la taxe foncière, au règlement de copropriété. Enfin, j'en passe et des biens. Okay. La liste est... Donc, on a une transaction qui est sécurisée. On a une transaction qui est sécurisée. On a pour le vendeur un seul et même interlocuteur qui va être là pour défendre les intérêts de l'un et de l'autre. Et je pense qu'on évite le potentiel problème lors de la transaction. Absolument. Passons maintenant très rapidement à la question du mois qui nous est posée par Pierre de Paris 15e. Le rapport, alors question technique, le rapport du député Laglaise propose un nouveau droit à la propriété en attribuant le foncier à un office d'État et le bâti au propriétaire. Donc ça, c'est une proposition de 2019. Quel est votre avis sur les conséquences, si vous en avez, de ce projet? Alors, c'est en effet très technique, Alexandre. C'est très récent, parce que ça, c'est une proposition là du 26 novembre 2019. Ouais. Donc, on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Sur le principe, moi, ce que je peux vous en dire, je pense que c'est plutôt une bonne idée. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y avait deux possibilités d'être propriétaire. La propriété classique foncière, le démembrement avec la nue propriété. Exactement. Et voilà. Et là, donc, ce serait en fait de séparer le bâti du foncier. Ce qui permettrait en fait beaucoup, surtout aux villes, aux mairies, etc., de pouvoir faire des constructions comme ça avec des prix beaucoup plus légers et permettre à des gens à des revenus modestes d'accéder à la propriété. En ça, je pense que c'est une très bonne chose. Monsieur de Normandie a l'air de suivre ça de très près. Donc après, maintenant, il faut voir exactement dans quelles conditions ça peut se faire. Mais en tout cas, sur le papier, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Wait and see. Bien, un grand merci Thibaut Chanel. Nous rappelons à nos auditeurs qu'outre vos interventions régulières sur l'émission Recherche appartement ou maison sur M6, vous êtes responsable de 3 agences immobilières sur Paris, d'ailleurs récemment je crois, sur la 3e. La 3e, absolument. Voilà. Donc quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Alexandre. Merci Thibaut. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.